L'anatomie et la physiologie d'un neurone. Alors, commençons par se dessiner ici un neurone moteur qu'on va utiliser pour étudier les différentes parties d'un neurone. Et voilà, ça ressemble un peu à ceci. Évidemment, c'est un schéma, c'est pas la réalité, mais ça nous donne une bonne idée de toutes les différentes structures présentes dans un neurone moteur typique. Les autres types de neurones, le neurone sensitif et les interneurones, auraient des structures semblables avec, bien sûr, quelques variations. Donc, commençons à gauche. Et à gauche, ici, c'est l'endroit où le neurone va recevoir le signal. Donc, la grosse partie qui est bombée, juste ici, c'est ce qu'on appelle le corps cellulaire. Et c'est dans le corps cellulaire que se retrouve le noyau, la majorité du cytoplasme de la cellule et les organites cellulaires de toutes sortes. Malgré qu'il y a aussi du cytoplasme et des organites dans d'autres parties du neurone, c'est ici où on en retrouve la majorité. Et on ne parlera pas trop du corps cellulaire en termes de qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur, car c'est très semblable aux autres types de cellules, c'est-à-dire les cellules comme on les a vues dans d'autres cours. Mais ici, la fonction du corps cellulaire, c'est de recevoir le signal. C'est-à-dire, il pourrait, juste ici, y avoir la terminaison axonale d'un autre neurone, c'est-à-dire un signal provenant d'un autre neurone. Et c'est comme ça que le message va être transmis. Le corps cellulaire va recevoir le signal et ensuite le retransmettre le long de ces structures. Mais on veut toujours maximiser la quantité de connexions qu'on peut former entre neurones. Donc, nous avons aussi, juste ici, ce qu'on appelle les dendrites. Et les dendrites sont des prolongations, si tu veux, de la membrane plasmique du corps cellulaire. Les dendrites permettent d'avoir une surface beaucoup plus grande, c'est-à-dire une surface où ce que nous pouvons faire plus de connexions. Donc, on pourrait avoir une connexion là, on pourrait avoir une connexion ici. Toutes ces connexions-là provenant de d'autres neurones. Donc, ça pourrait être un neurone qui communique plus qu'une fois avec notre neurone moteur ici, ou ça pourrait être plusieurs neurones qui communiquent en même temps avec les dendrites et le corps cellulaire. Fait que les deux agissent comme capteurs d'influx nerveux. C'est ensuite le travail des dendrites et du corps cellulaire de retransmettre cet influx nerveux ici sur l'axone. Donc la longue structure étroite que nous voyons ici au milieu, c'est ce qu'on appelle l'axone. Et la fonction de l'axone, c'est justement de transmettre l'influx nerveux, c'est-à-dire le signal reçu par les dendrites et ou le corps cellulaire, et d'envoyer ce signal-là à l'autre extrémité du neurone. Alors, le déplacer dans cette direction-là. Et notez bien ici que le déplacement de l'influx nerveux est toujours en sens unique, c'est-à-dire de corps cellulaire aux terminaisons axonales. Et justement, les structures que nous avons à l'autre extrémité, juste ici, ce sont des terminaisons axonales, c'est-à-dire la fin de l'axone. Et au bout de chaque terminaison axonale, nous avons une partie un peu plus prononcée de l'axone, et cette partie-là s'appelle le bourgeon synaptique. Et on verra qu'est-ce qui se passe dans le bourgeon synaptique quand on verra la synapse chimique dans une autre vidéo. Alors l'axone, par lui-même, est capable de faire déplacer l'influx nerveux relativement rapidement d'un bout du neurone à l'autre. On parle d'environ 1 mètre par seconde. Et 1 mètre par seconde, comme j'ai dit, c'est relativement rapide. Mais dans la majorité des cas, pour nos neurones moteurs, qui sont des neurones qui ont tendance à être très longs, c'est-à-dire nous avons des neurones dans notre corps qui ont jusqu'à 1 mètre de long, 1 mètre par seconde, c'est pas suffisamment rapide. Car on ne peut pas attendre 1 seconde ou plus pour que le signal se rende d'un neurone à l'autre et ensuite le long d'un neurone pour arriver à nos effecteurs tels que nos muscles et nos glandes et organes. Donc, nous avons d'autres structures qui supportent l'axone et qui font en sorte que l'axone va accélérer l'influx nerveux beaucoup plus que 1 mètre par seconde. Tout d'abord, on a besoin de parler des structures qui sont juste ici, qu'on appelle les cellules de Schwann. Et ces cellules sont un type de cellules gliales, c'est-à-dire une grande catégorie de cellules de toutes sortes de différents types qui supportent les neurones et les aident à faire leur fonction. Dans le cas des cellules de Schwann, ce sont des cellules gliales qui s'entourent autour de l'axone et qui agissent un peu comme un isolant.
si je fais une nouvelle page ici, et je fais un grossissement d'une petite partie de l'axone, c'est-à-dire il continuerait par là-bas et il continuerait par là-bas, nous avons autour de cet axone une cellule de Schwann. Alors j'ai fait ici un peu un effet 3 dimensions où ce qu'on peut voir la cellule de Schwann autour de l'axone et l'axone un peu à travers la cellule de Schwann en transparence dans le milieu. Donc la cellule de Schwann, c'est une cellule qui s'enroule autour de l'axone. Et elle ne s'enroule pas seulement une fois ou deux fois autour de l'axone, elle s'enroule plusieurs fois autour de l'axone. Une façon de le comprendre, c'est un peu comme le papier de toilette autour du rouleau en carton dans le milieu du papier de toilette. Le rouleau en carton, ça serait l'axone, comme on peut le voir ici, et le papier de toilette enroulé plusieurs fois autour de ce rouleau en carton serait la cellule de Schwann. Et cette enveloppe de membrane plasmique sur membrane plasmique de la cellule de Schwann agit comme un isolant et c'est ce qu'on appelle la myéline. Et cette myéline va empêcher les ions, c'est-à-dire le sodium et ou le potassium, d'entrer et de sortir de l'axone tout le long de la cellule de Schwann. Alors, on peut avoir des ions qui entrent et qui sortent ici et ici, là où il n'y a pas de cellule de Schwann, mais en dessous ici, tout le long de cette partie-là et tout le long de cette partie-là de l'axone, il n'y aura pas de mouvement d'ions qui entrent et ou qui sortent de l'axone. Maintenant, entre chaque cellule de Schwann, il y a un petit espace qui est très important qu'on appelle le nœud de Ranvier. On peut voir dans notre dessin de tout à l'heure qu'il y a des nœuds de Ranvier de façon répétitive tout le long de l'axone. Sans ces nœuds de Ranvier, la myéline serait un isolant tout le long de l'axone et ne pourrait pas permettre la conduction de l'influx nerveux. Donc, si on revient à notre dessin de tout à l'heure, on peut voir que notre isolant va empêcher le déplacement des ions tout le long de la cellule de Schwann ici et tout le long de la cellule de Schwann ici. Et donc, le mouvement des ions va devoir se faire d'un nœud de Ranvier à l'autre. Le prochain serait par là-bas. Et donc, la transmission de l'influx nerveux se fait beaucoup plus rapidement en grands sauts plutôt qu'en petits sauts si on avait un neurone qui n'est pas myélinisé. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conduction saltatoire. Je vais montrer un peu qu'est-ce que la conduction de l'influx nerveux aurait l'air sans la gaine de myéline. Donc, nous aurions ici un axone qui n'a pas de cellule de Schwann. Et s'il n'y a pas de cellule de Schwann, il n'y a pas cette gaine de myéline ou cette enveloppe de myéline qui agit comme isolant. Et ça veut dire que le déplacement de l'influx nerveux va se faire un potentiel d'action. Ça, c'est ce qu'on appellera plus tard dans une autre vidéo, un potentiel d'action. Ce potentiel d'action génère un autre potentiel d'action ici, qui génère le prochain, et ainsi de suite. Donc, dans le scénario A, nous avions besoin de 1 et 2 déplacements de cette fameuse succession de potentiels d'action pour pouvoir générer un influx nerveux, tandis que dans le scénario B, nous en avons beaucoup plus pour accomplir le même trajet. Et c'est dans le scénario A où l'influx nerveux va aller plusieurs fois plus rapidement que dans le scénario B. Le scénario A, c'est ce qu'on appelle un neurone myélinisé, et le scénario B, c'est un neurone amyélinisé. Les neurones de notre système nerveux périphérique, c'est-à-dire l'ensemble des nerfs et des neurones qui sont dans nos bras, nos jambes, notre abdomen, notre thorax, ces neurones-là sont majoritairement myélinisés, pour la simple raison que le signal a besoin de voyager sur des longues distances et donc a besoin d'aller beaucoup plus rapidement. Les neurones du système nerveux central, c'est-à-dire dans l'encéphale et dans la moelle épinière, ont tendance à être plutôt des neurones amyélinisés, car le signal n'a pas besoin de voyager sur des aussi grandes distances et cette rapidité extrême n'est pas aussi cruciale. Les neurones myélinisés, c'est ce qu'on appelle communément la matière blanche, et les neurones amyélinisés, c'est ce qu'on appelle la matière grise. Donc, l'expression « utilise ta matière grise », ça veut dire « utilise ton cerveau, utilise les neurones dans ton système nerveux central ». Avec la gaine de myéline et les nœuds de Ranvier, c'est-à-dire en forçant le déplacement de l'influx nerveux selon une conduction saltatoire, le signal est capable de voyager
des centaines de fois plus rapidement. Alors, au lieu d'aller environ 1 mètre par seconde, l'influx nerveux va plutôt accélérer dans les environs de centaines de mètres par seconde. Il n'y a rien d'instantané dans le corps humain, mais des centaines de mètres par seconde pour un corps humain qui mesure peut-être 1,5 mètre de grand, c'est extrêmement rapide. Et donc, c'est un système qui est très efficace. En résumé, l'influx nerveux est reçu soit dans le corps cellulaire ou auprès des dendrites. L'influx nerveux se déplace jusqu'à l'axone, va voyager tout le long de l'axone pour se rendre aux terminaisons axonales, accélérer un nombre de fois assez considérable par la myéline des cellules de Schwann, sautant d'un nœud de Ranvier à l'autre, et arriver aux terminaisons axonales et éventuellement au bourgeon synaptique. Et du bourgeon synaptique, c'est là que l'influx nerveux va devoir sauter à un prochain neurone dans ce qu'on appelle la synapse chimique. Ceci sera vu dans une autre vidéo.